N'y pense pas, t'inquiète pas, ça va marcher. Faut pas y penser, pense à autre chose. Ben, faut m'expliquer comment ne pas y penser quand il faut regarder les traitements entre 8h et 9h pour voir la dose, quand faut Ouais. regarder que il y a assez de piqûres au frigo pour le soir, quand faut pas oublier de prendre la piqûre entre 8h et 8h15 le soir. Peut-être que nous on n'est pas bon, mais nous on n'est pas arrivé. Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Il y a quelques mois, je lançais sur Instagram un appel à témoins, un appel aux hommes de la PMA. Un immense merci à vous toutes qui avez passé le message à vos chers et tendres, et merci à vous, les hommes de la PMA, d'avoir répondu si nombreux à mon appel. Aujourd'hui, je vous amène en Haute-Savoie à la rencontre de Julien, lui-même né d'une FIV, en parcours de PMA avec sa femme Pauline, dont il est fou amoureux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Julien me raconte son désir d'enfant. Lui et Pauline étaient les tout premiers de leur cercle d'amis à se sentir prêts, à se lancer dans le projet bébé. Finalement, après quelques stimulations ovariennes, 3 inséminations, 2 FIV, il a eu besoin de souffler et il a décidé de prendre une pause de 8 mois pour digérer, se recentrer sur lui et sur son couple. Fort de ce répit salvateur, il reprend le chemin de la FIV avec Pauline en début d'année. La ponction aura lieu le tout premier jour du confinement et depuis les embryons sont au frais. Alors on attend, et vous le savez, l'attente c'est dur à vivre, surtout en PMA. Julien profite aussi de ce podcast pour le dire haut et fort. Non, c'est impossible de ne pas y penser, qu'on arrête de nous le conseiller. Et vous savez quoi ? Il a raison. Julien m'a bluffé de par son recul sur ce parcours pourtant toujours en cours, et vous le verrez, il a toujours les mots justes. Alors sans plus tarder, voici ma rencontre avec Julien. Bonjour Julien, bienvenue sur le podcast. D'où est-ce que tu nous parles et comment vas-tu ? Bonjour Anne Fleur, ben merci déjà pour l'invitation. Donc moi je vous parle de Haute-Savoie, dans le 74. Puis ben ça va plutôt bien, donc ça va dépendre des phases, hein. Je pense que la discussion va nous mener vers différents états d'humeur, mais en ce moment en tout cas ça va plutôt bien. Un grand merci du coup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à cet appel à témoignage. Du coup, effectivement, on cherche à donner la parole à plus d'hommes pour parler des parcours de PMA, puisque voilà, c'est quelque chose qui se vit très souvent à deux et on a tendance à n'entendre que les femmes. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu justement de qui tu es avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Je sais pas, quel âge t'as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien ? Alors moi donc c'est donc Julien, je vais avoir 30 ans le mois prochain. Ouais. Initialement en fait je viens d'Alsace et en fait à la fin de mes études j'ai quitté donc cette belle région pour rejoindre donc la Haute-Savoie pour travailler en Suisse. J'ai trouvé un poste là-bas en tant que donc ingénieur en construction. Et en fait à la base, et puis c'est ça qui est un peu beau dans cette histoire, c'est que j'avais tout quitté pour rejoindre Pauline, donc, qui est ma compagne actuelle, alors que c'était bien différent de ma ligne de conduite. J'étais quelqu'un de plutôt terre à terre qui avait planifié ce que je voulais faire plus tard. Donc Mmh. j'avais déjà un boulot à la fin des études là-bas. Et puis au final, ben Pauline est arrivée au bon moment. Et puis c'est elle qui m'a fait me dire, ben si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et allez, on essaye. Et puis voilà, ben maintenant ça fait bientôt 8 ans que ça dure. Waouh, Donc génial. voilà. Donc pour le bonheur et pour le pire, on va dire. Voilà, on a eu quelques difficultés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on discute aujourd'hui. Mmh. Mais en tout cas, voilà, on a un couple soudé et fort. Et puis ça, c'est relativement rassurant, ouais. C'est hyper important, c'est clair. C'est clair, c'est clair. D'accord. Et alors, donc ça fait 8 ans donc que ça dure et tant mieux. À quel moment vous est venue du coup, l'envie, de bébé? Alors à la base, en fait, c'était moi qui était plutôt demandeur, donc de commencer à avoir ce projet-là. Mmh. Donc ça fait à peu près, je dirais, il y a 4 ans qu'on en parlait brièvement, mais que c'était pas forcément encore quelque chose qu'on voulait absolument, mais qu'on commençait à réfléchir. Et, euh, et puis l'envie réelle, tous les deux, en fait, elle est venue il y a un peu plus de 3 ans maintenant, où on s'est dit, on était bien ensemble, on avait une situation qui était devenue relativement stable. Et puis on avait envie de passer un cap ensemble et donc d'avoir ce projet bébé. Donc, Pauline,
à l'aise avec cette idée, vous vous lancez, qu'un antécédent, aucune peur de vous lancer, à part le fait que waouh, on va être parents. Euh, Mmh. Enfin, rien de particulier de ce côté-là. Alors en fait, il y a une petite particularité quand même, c'est que j'ai une sœur jumelle et puis en fait, on est nés d'une FIV tous les 2. Ah, d'accord. Et la petite particularité, c'est que, ben, effectivement, on était les premiers jumeaux nés d'une FIV en Alsace. Donc Ah, d'accord. voilà, on a pu discuter avec mes parents depuis plus jeune âge Mhm, de ce que c'était la FIV, par quoi ils étaient passés. mhm, Effectivement, il y avait dans les journaux parce que c'était un petit événement, donc il y mhm. avait un peu l'histoire autour de ça voilà, qui fait partie de notre vie, mais on n'avait aucune peur ou crainte par rapport à ça. Ouais. Au C'est contraire, génial en même ouais. temps que vous ayez su, parce que une des grandes difficultés, c'est souvent le fait que on ne s'attend absolument pas en fait à ce qu'il y ait la moindre difficulté, et du coup c'est très très difficile à vivre. Ça n'empêche pas que c'est peut être difficile à vivre, mais le fait de normaliser du coup en fait ce parcours, c'est vachement important. Alors ça, ouais, mais c'est venu, on va dire, dans un second temps, parce que Mhm, même si effectivement ma sœur et moi on est nés comme ça, ben avec Pauline, à aucun moment donné, on s'est dit ben on va avoir des problèmes. C'est vrai mhm. que ben on n'était jamais fumeurs tous les deux, on est tous les deux en bonne santé, Ouais, on a une hygiène de vie qui est relativement saine, donc à aucun moment on s'est dit ben on allait avoir ouais, des problèmes à concrétiser ce projet. d'accord. Donc voilà. Et est-ce que, si c'est indiscret, Mhm. tu me dis, mais est-ce que vous savez pourquoi tes parents ont eu recours à la FIV? Et non, justement, c'est ça le point en fait, c'est que ben ils étaient aussi dans un cas d'infertilité inexpliquée. Donc alors les tests étaient bien moins poussés qu'aujourd'hui, hein, Mhm. mais ils avaient aussi fait les tests, on va dire qui étaient actuels à l'époque. Ouais. Et ni mon père ni ma mère ont un problème Et qui compris par la empêchait, médecine, quoi. voilà Ouais. exactement, et qui empêchait d'avoir un enfant facilement, quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'on était les premiers dans notre bande d'amis, y compris avec ma sœur jumelle, à vouloir des enfants. Donc c'est vrai qu'on était assez innocents, je vais dire, parce Ouais. que comme on était les premiers, à aucun moment donné on avait des discussions autour de ça, et on y était allé de manière ouais innocente et puis enjouée dans ce projet. Bah, c'est bien en même temps d'être enjoué et innocent. Exactement, exactement. D'accord. Donc du coup, vous vous lancez sans trop, voilà, sans trop planifier quoi que ce soit, quoi. Vous essayez, et qu'est-ce qui se passe du coup? Comment ça se passe? C'est ça, donc bah, on essaye. Ben, les premiers mois, en fait, on essayait sans faire trop attention. On s'est dit, bah bon, ça va venir, et puis on laisse passer le temps, quoi. Mhm. Euh, et puis au bout de ouais 8, 9, 10 mois, euh, Pauline, alors c'est vrai que c'est elle qui a quand même déclenché tout ce process. Ben, elle a commencé à mettre la discussion sur la table. C'est quand même bizarre et tout. J'ai jamais eu de début de grossesse, aucun signe en fait qui montre que j'étais éventuellement enceinte. Mhm. Donc pourquoi? Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ben on commençait un peu à se poser les questions. Ouais. Euh, c'est vrai que moi j'étais pas mal en recul dans cette période-là parce que ben je voulais pas forcément, je pense, imaginer qu'on devait passer par une fille. Je me suis dit, bah, c'est bon, Mhm. c'est normal que ça marche pas tout de suite. Il faut qu'on laisse passer un peu de temps Ce et qui puis peut tu verras, ça aussi marchera. être tout à fait vrai, hein. C'est vrai que ça peut C'est mettre ça, aussi du temps à arriver, même naturellement, hein. exactement, ouais. Ouais. Donc c'était Et un peu la force tranquille. Ne t'inquiète pas, c'est ça, on verra quoi. ouais, c'est ça. Et puis Pauline, qui est, en fait, elle lit beaucoup elle, et puis elle s'intéresse à énormément de choses. Donc, en fait, dès qu'il y a un sujet, elle va le creuser en fait à fond. Et puis du coup, elle a commencé à lire pas mal de bouquins, pas mal de blogs, faire des recherches. Et puis, elle a découvert que à partir de 1 an, en général, euh, on rentre dans la case, on va dire, infertile. En dessous d'1 an, c'est normal. Et à partir d'1 an, on rentre en cette case-là. Alors ça veut pas dire qu'on n'aura pas d'enfant ou qu'il y a un problème, mais en tout cas, on rentre dans une case particulière. D'accord. Et voilà. Et donc c'est à ce moment-là où on a décidé d'aller un peu plus loin et discuter avec son gynécologue ou autre. D'accord. Donc vous aviez pas consulté pour être sûr de comprendre. Vous aviez pas consulté avant ces 1 an, c'est ça? C'est ça, D'accord. exactement, ouais, c'est Et ça. donc là, vous vous dites bon bah on va aller faire un petit bilan. Enfin on va voir ce qu'on nous propose, mais on va aller voir quelqu'un pour voir si on a besoin d'un coup de main, quoi. C'est ça, en fait,
En fait, elle m'a demandé de l'accompagner une fois chez son gynécologue à l'époque pour justement parler de ça. Et d'ailleurs, ça, je la remercie parce qu'elle m'a intégré très rapidement en fait à ces discussions. Et je Ouais. pense que c'est hyper important. C'est une petite parenthèse d'être à deux en fait dans ce process, y compris tout au début. Ouais. Euh, C'est un bon donc point, ça. voilà, je l'ai accompagné. Et là, en fait, on est tombé sur un gynécologue qui était juste, alors je vais utiliser ce mot-là parce qu'on va pas le nommer, mais horrible. C'est-à-dire que Pauline, elle posait des Ouais. questions, lui, il l'écoutait absolument pas, et puis il disait, de toute façon, il faut faire ça, 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 ça et ça, et c'est comme ça que ça marche, et voilà, c'est comme ça. Enfin, il n'y avait aucun échange. Ah ouais, d'accord. Et c'est vrai qu'on était les deux là, on s'est dit, ok, c'est bizarre d'avoir un retour comme ça, et on est Ouais. ressorti, on a décidé de changer. D'accord, super. Mais c'est bien que vous ayez pas Ouais, attendu, quoi. non. Vous êtes pas dit, OK, il a dit, il faut faire ça, il faut qu'on se lance ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. D'accord, En fait, ouais, il y avait pas l'écoute qu'on avait forcément besoin bien déjà à sûr. ce moment-là. Et donc Mhm. on s'est dit, ben si en plus de ça on doit rentrer dans un parcours PMA, Mhm. ben au moins on a envie d'avoir un feeling agréable avec les personnes en face de nous. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ça on a décidé tout de suite de stopper avec ce professionnel et puis d'aller en voir un autre. OK, c'était son gynéco d'ailleurs qui la suivait depuis plusieurs années ou c'était quelqu'un qu'elle avait trouvé Qu'elle avait trouvé en spécifiquement? fait là quand on avait déménagé. C'est vrai que comme on a déménagé suite aux études, ben c'est vrai que ça changeait quand même pas mal. Et donc là, c'était le gynécologue qui était, comment dire, qui la suivait Mhm. ces dernières années, mais il n'y a pas un historique de Ouais, plusieurs années derrière. d'accord, OK. Bon, très bien. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour trouver quelqu'un qui va vous correspondre? Alors là, ben pareil, donc Pauline a pas mal Pauline Litou? cherché, voilà, exactement. Et puis en fait, on a la particularité d'être amoureux d'une ville qui, heureusement, n'est pas très loin de chez nous, c'est Annecy. D'accord. Donc c'est vrai qu'on habite à 20-25 minutes d'Annecy, puis enfin Mhm. on est vraiment attiré par cette ville. Et par l'intermédiaire d'une copine, en fait, on avait appris que il y avait une clinique à Annecy avec des gynécos qui étaient relativement jeunes, dynamiques, avec une vision agréable. Donc on s'est dit ben pourquoi pas essayer là-bas. Et effectivement, ben Pauline s'est rapprochée d'un gynécologue là-bas et puis le courant est tout de suite bien passé. Et puis voilà, maintenant elle est suivie là-bas. D'accord, OK. Bon, bah, super. Ouais. Alors, comment est-ce que ça se passe du coup? C'est un centre de PMA ou c'est une clinique santé de la femme ou? Alors en fait, c'est une clinique. Mhm. Il y a pas forcément, c'est pas un centre PMA parce D'accord, En Haute-Savoie, il y a trois pôles en fait qui font il y a un centre PMA. C'est il y a Annemasse, donc au Châle, à Grenoble et à Lyon. Donc par contre, la clinique faisait tout ce qui était jusqu'à l'insémination. Donc c'est pour ça qu'on s'est d'accord. rapproché de là-bas et on s'est Mhm. dit ben peut-être qu'avec la chance ça marchera jusque là quoi, sans passer forcément par une FIV. Donc, vous trouvez une personne avec qui ça matche bien. C'est ça? Qu'est-ce que ce gynéco du coup vous propose? Comment est-ce que ça se passe? Alors en fait, quand on arrive là-bas, on a le même discours qu'avec l'ancien donc gynécologue, et là le comportement est complètement différent. Il est à l'écoute, il explique ce qui est possible de faire, et puis il essaye d'adapter en fait son discours par rapport au ressenti qu'il a par rapport à nous. Bah, un exemple, c'est par exemple le spermogramme. Lui, il a tout de suite dit, ben il faut en faire un pour voir s'il y a déjà un problème. Ça sert à rien de faire passer tous les tests Mhm. donc à Pauline, donc y compris les tests un peu douloureux comme l'hystérosalpingographie. Mhm. Non, on va regarder déjà s'il y a un problème chez Julien, quoi. Mhm. Donc chez moi. Et puis donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc on a fait les premiers tests. Ouais. Et en fait, les premiers tests, ben ils ont montré qu'il n'y avait pas forcément de gros problèmes. Donc au contraire, ils étaient plutôt bons. D'ailleurs, la question c'est pourquoi ça marche pas. OK. Alors du coup, comment ça se passe? En fait, le gynéco, il a proposé de faire une stimulation. Donc ça, c'est Pauline qui doit prendre des éléments pour justement stimuler son corps à être un peu plus apte à recevoir en fait le spermatozoïde. Mhm. Donc ça, on fait ça pendant un cycle. OK. Ça donne rien. Mais elle Euh, réagit bien au traitement? Elle réagit plutôt bien au traitement, ouais. D'accord. Donc il y a des comment dire, il y a des ovules qui se créent, ça marche plutôt bien, mais les ça donne rien. OK. Donc suite à ça, en fait, ils décident, au vu en fait des tests qui étaient plutôt satisfaisants,
de pas forcément en refaire parce qu'il se dit si ça n'a pas marché depuis 1 an et demi maintenant et avec la stimulation non plus, ça sert à rien qu'on perde encore quelques mois pour faire des stimulations. On va directement passer à l'insémination. D'accord. Donc c'est vrai que là, au final, ça passe déjà une étape parce que Ouais, bien au sûr. début, on se dit ça va tomber de manière naturelle. Bon, ça marche pas, tant pis. On passe à la stimulation, ça marche pas, bon, tant pis. Allez, on passe à l'étape suivante. Comment Donc est-ce là, que comment est-ce que vous avez vécu justement cet enchaînement un peu crescendo de cet accompagnement médicalisé? là, ça commençait à être un peu plus compliqué parce que justement, il y avait, comme tu le dis, justement, la partie médicalisée qui rentre en jeu. Donc c'est là en fait où on se dit, on n'est plus forcément dans une démarche standard. Mmh. Là, on passe une étape et puis effectivement, on faut aller dans une clinique ou à l'hôpital pour avoir un enfant. C'est un peu Ouais. ça en fait qui s'est passé dans notre tête. Mmh. Donc c'est à partir de ce moment-là aussi où on est passé un peu par des hauts et des bas, parce qu'on se posait des questions sur comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va vivre. Et c'est vrai que ça nous faisait un peu peur ça. Et quand tu dis, passer par des hauts, des bas, c'était, individuellement ou en couple aussi? Vous en parliez, bien? Vous avez réussi à partager vos ressentis là-dessus? Alors Pauline, oui, puisque elle parle beaucoup, elle parle beaucoup de ses émotions. Moi, j'avais beaucoup de mal. Mon caractère, en fait, il fait que j'avais beaucoup de mal à m'exprimer depuis tout petit, hein. Je suis assez réservé. Et donc au début, ça créait parfois des petites tensions entre nous parce qu'elle avait besoin d'avoir un retour de ma part et malheureusement, je lui donnais pas. Donc ça crée un peu des tensions, mais voilà, de quelques heures parce que Mmh. on s'entend quand même bien et heureusement. Mmh. Et puis on arrivait à désamorcer un peu ça et c'est ce qui m'a permis aussi de comprendre qu'elle avait besoin de cet échange. Vous passez donc, à cette étape, de l'insémination, Mmh. et comment ça se passe alors? Alors l'insémination, c'est donc Pauline, faut qu'elle, elle stimule en fait, donc c'est le même process que la stimulation. Sauf qu'à un moment donné, il y a un déclenchement qui se crée et le jour du déclenchement, moi, il faut que j'aille au laboratoire le matin pour faire donc le recueil de sperme et ensuite, il faut qu'on aille tous les 2 à la clinique pour faire le transfert. Heu, donc en fait, ça demande déjà une petite organisation parce que c'est vrai qu'avec le boulot, c'est, faut jongler. Mais ça va, on a de la chance, on arrive à gérer ça Mmh. et donc voilà, on passe ces 3 inséminations. D'accord. J'allais te demander justement, Ouais. par rapport au travail, on parle souvent, du droit à la PMA pour les femmes. Mmh mh. Le fait donc, du droit à la PMA dans le monde du travail, de pouvoir, prendre, 1 heure par-ci par-là pour, faire, les examens et les traitements, nécessaires. Comment ça se Mmh. passe pour les hommes? Est-ce que vous avez, une possibilité de faire ça aussi? Ou est-ce que toi tu as dû, prendre, des congés pour pouvoir accompagner Pauline dans tout ça? Alors en plus, c'est particulier parce qu'en Suisse, tout ce qui est, mesures médicales, c'est bien moins protégé, j'ai envie de dire, qu'en Ah ouais, France. d'accord. Sauf que c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des métiers et puis des relations avec des collègues qui nous permettent quand même d'avoir une certaine souplesse. Donc voilà, moi j'ai pris peut-être 1 ou 2 jours de congé sur moi, mais en fait les autres moments, je discutais avec mes responsables et puis voilà, ça passait dans rendez-vous chez le médecin et puis c'était pas obligé de taper dans les vacances ou dans les heures supplémentaires, quoi. D'accord, Mais bon, ça, c'est c'est spécifique à je pense à notre cas mmh. et c'est vrai que pour ça, on a eu de la chance. D'accord, bah, tant mieux. Tant mieux, Tant tant mieux, mieux. ouais. Donc, vous faites ces 3 cycles d'insémination qui, malheureusement, ne mènent pas, au résultat escompté, Mmh mh. une grossesse. Comment ça se passe et comment est-ce que les médecins, du coup, vous accompagnent dans la gestion de ces 3 échecs? Alors comment ça se passe? C'est à chaque fois une déception, quand on a vu que ça marchait pas et par contre ce qui nous faisait du bien justement, c'était le comportement du gynéco parce que, il était quand même tout le temps positif, en D'accord, étant vrai, en nous donnant pas forcément de faux espoirs, mais en étant, positif et il était à l'écoute et ça, je pense que c'était quelque chose qui nous a permis de passer ces mauvaises nouvelles, ouais, de manière un peu plus sereine. d'accord. Et
vous, du coup, ça vous a permis de rester un peu déterminé. On vous a forcé à faire des pauses entre les cycles ou vous avez pu les enchaîner assez rapidement? Alors, on a pu les enchaîner assez rapidement, ouais. On n'avait pas forcément, enfin, ils nous demandaient pas d'attendre 3-4 mois entre chaque pour faire. Donc, en fait, il y avait le mois où ça se passait. Ensuite, il y avait un mois de pause et puis on reprenait. Donc, D'accord. Ok. c'est vrai que ça, c'était assez rapide et ça nous permettait quand même de rester dedans et puis d'avoir en fait l'espoir que c'est pas dans 6 mois que ça va se passer, c'est peut-être que dans 2 mois, Pauline sera enceinte. Et donc, au bout de ces 3 inséminations, les médecins qui donc certes sont rassurants, qu'est-ce qu'ils vous proposent concrètement? Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, on a discuté avec le gynécologue pour voir la suite à donner. Et déjà, à partir de la deuxième insémination, en fait, on commençait à s'intéresser à la FIV et à discuter avec lui euh, sur les éventualités que ça marcherait pas en fait avec les inséminations. D'accord. Donc, ça s'est fait un peu en parallèle, quoi. Et c'est à ce moment-là aussi, on a commencé un peu à regarder les centres de FIV qui existaient en Haute-Savoie pour un peu anticiper les démarches. Et ben alors, c'est parti du coup. Donc tu me disais vous avez fait 2 FIV, au total. Comment est-ce que ça se goupille? Comment est-ce que vous choisissez du coup le centre? Puisque j'imagine qu'on a plein, plein, plein de questions. C'est intéressant de savoir comment est-ce que vous avez procédé. Ouais, Pauline a fait plein de recherches? c'est ça. Pauline a fait plein de recherches effectivement. Non, mais c'est là où on a vu qu'il y avait 3 centres en fait en Haute-Savoie, donc à Grenoble, à Lyon et à Annemasse. Donc Mmh. Annemasse, c'est à peu près à 25 minutes de chez nous, euh, mais on a décidé de pas y aller. En fait, c'est un comment dire, c'est un hôpital public. Et en fait, on avait peur tout simplement des délais d'attente. Parce D'accord, que c'est vrai que notre région est très peuplée, il y a un manque de médecins. Et puis voilà, c'est du fait de la proximité de la Suisse. Et donc en fait, on ne voulait pas aller là-bas pour mmh, justement cette peur du délai. Parce d'accord. qu'en regardant sur Internet, ben, on voyait qu'il y avait des délais de l'ordre de 1 an. Et puis Waouh, après 3 inséminations, en fait, on n'était pas prêt à accepter d'attendre 1 an pour essayer bien sûr, une nouvelle démarche. bien sûr. Donc après, voilà, c'était le choix entre Lyon et Grenoble. Et puis là, en fait, tout simplement, on a regardé un petit peu sur Internet les classements de ces différents centres en faisant un peu des recherches sur le personnel qu'il y avait sur place et les retours des personnes qui y sont passées. Et Mmh. voilà, ça se valait à peu près, mais on a fait le choix d'aller à Grenoble. Ça fait un sacré bout de chez vous, non? Alors Grenoble, ouais, c'est un peu plus d'1 heure et demie de route, ouais. Ah C'est un peu ouais, plus d'1 heure et demie de route. OK. Et puis c'est vrai que là, on est passé donc ces cliniques privées, et c'est vrai que là les délais de d'attente, ben c'est 3 mois, quoi. Donc en fait, il y a presque pas d'attente. C'est le temps de faire les tests et de Ouais, programmer ça, et puis la FIV est lancée, quoi. Donc voilà, d'accord, c'est ça qui nous a dit on va là-bas. OK. Donc vous avez dû refaire les tests que On vous a dû aviez refaire fait les en tests, ouais. début, avant les inséminations? Ouais, parce que les tests, en fait, ils sont valables. Alors maintenant, je sais plus si c'est 3 ou 6 mois, mais Ah ouais, c'est c'est tout quelques petit? mois. OK, Ouais, d'accord. exactement. Donc en fait, ouais, les tests, il y en a pas mal à faire pendant tout ça. Bah ouais, bien sûr. Et donc du coup, rien de nouveau, je dirais, sur les tests? Non, toujours la même chose. Donc j'ai envie de dire tant mieux et tant pis, parce Ouais, qu'en fait, on est arrivé à un stade où on aurait préféré avoir un test qui marchait pas, qui montrait vraiment une défaillance. Parce que le doute qui s'est installé là-dedans, c'est de pas pouvoir en fait mettre un mot sur pourquoi ça marche pas. ouais, Et ça, avoir une raison, c'est quoi. ouais, Mmh. c'est ça. Et ça, c'est compliqué. J'imagine bien. Et alors, bah, justement, comment est-ce que vous avez géré, au sein de votre couple, le passage à cette, nouvelle étape qui, certes, est pas complètement inconnue puisque tu es né, à la suite d'une FIV, mais qui, voilà, qui est quand même une grosse, grosse étape, dans votre parcours? Alors en fait, cette période-là était, je veux dire, c'était celle qui a commencé à nous mettre dans une période vraiment difficile. Parce que c'est à partir de ce moment-là, donc là, ça faisait à peu près 2 ans, hein, un peu plus de 2 ans qu'on essayait. Là, on est en février 2019. Et c'est à ce moment-là, en fait, où on commence à apprendre des grossesses de proches. Ah ouais, c'est dur. Et ouais. Et c'est vrai que, ben voilà, rien que de repenser ça,
c'est un peu compliqué. Donc, ouais, en fait, on va dire fin 2018, début 2019, c'était là où on a commencé ça a commencé à nous faire vraiment mal. Parce Mmh. que on se disait, ben ouais, c'est pourquoi ça marche pas. On était les premiers à vouloir ce bonheur d'avoir un petit bébé. Et en fait, on voit qu'il y a des gens autour de nous qui n'y pensaient absolument pas quand nous on y Ouais. pensait et que ça marche pas. Et ce qui est hyper dur à vivre, c'est que on n'arrive même pas forcément à se réjouir pour eux, Ouais. alors que c'est des amis Tu as envie qu'on a d'être content réels. pour eux, mais tu C'est ça. peux pas t'empêcher de regarder ce qui marche pas chez toi, quoi. Ouais. Et ça, c'est hyper dur, je trouve. Ouais, c'est clair. Mais voilà, on est resté très soudés avec Mmh. Pauline, et c'est ce qui nous a permis aussi de se dire, ben allez, on se lance là-dedans, et de toute façon, ça marchera. Ouais, et vous en aviez parlé à votre entourage, de votre projet bébé ou pas du tout? Qu'à nos proches, en fait, donc à mes parents. Donc eux, ils le savaient. Hem Et puis c'était peut-être eux qui étaient le plus proches de comprendre ce qu'on vivait parce qu'ils sont passés par là. Bien sûr, ouais. Après à d'autres personnes, on en a parlé aussi. Ben, ma sœur, on en a parlé, je suis assez proche d'elle. Pareil, elle comprenait parce que, elle a vécu ça. Par contre, le truc, c'est qu'elle, en fait, elle nous a appris sa grossesse, heu, Ah ouais. pendant cette période. Enfin, c'était 1 an avant. En réalité, c'était en mai 2018. Donc Mmh. c'était quand on était dans les inséminations et les stimulations. Donc, ouais, c'était un peu compliqué, en fait, la relation, à ce Oui. moment-là. Et les amis, malheureusement, on en parlait, mais, ils se rendaient pas forcément compte, heu, à ce moment-là, de ce qu'on vivait. Donc, ça Ils allait vous jamais parlaient de vos très loin. difficultés aussi? Un petit peu, Ouais, pour voir un peu, pour jauger, parce que, ben, tu as besoin, en fait, d'en parler. À un moment donné, c'est c'était clair. tabou au début, et à un moment donné, ben, on avait besoin d'en parler, et on n'avait pas forcément de retour. Donc, ça, c'est compliqué aussi parce que, ben, des amis, c'est forcément là quand tout va bien, mais certains, malheureusement, étaient vraiment pas là, quand ça allait pas. Ouais. Donc, ça, c'est assez compliqué Pourquoi tu penses? à Parce gérer. qu'ils sont mal à l'aise avec, le sujet, la problématique ou? Ben, au début, je pense qu'ils sont mal à l'aise parce qu'ils connaissent pas, hein. C'est vrai que nous, on connaissait tous le mot FIV, et cetera, parce que, ben, je suis né de ça. Donc, forcément, tu sais ce que c'est. Après, à l'école, on t'apprend pas, en fait. Heu, on t'apprend comment faire des enfants, mais on t'apprend pas, par quoi tu passes si, ça marche pas. Ouais, Donc, pour les personnes qui sont pas là-dedans, et qui ont pas forcément de connaissances, qui ont été confrontées à ça, ben, en fait, ils savent juste pas ce que c'est. Donc il y a un détachement complet de ce que tu vis à ce moment-là. ouais. Ah, c'est dur. Bon là, Ouais. du coup, c'est génial que vous ayez réussi à rester très soudés puisque voilà, c'est un peu Ouais. le poumon de tout ce parcours-là, quoi. C'est que votre couple soit solide et que vous puissiez vous apporter quand même le soutien nécessaire, C'est malgré ça. tout, quoi. Mais en fait, c'est ce qu'on se répète, en fait, souvent avec Pauline, s'il y a une chose positive de tout ce qu'on vit là, en fait, c'est nous 2, quoi. Parce que tu passes, en fait, par de telles phases que, aujourd'hui, je sais que je peux compter sur elle, et elle sait qu'elle peut compter sur moi. Et ça, c'est pas négligeable. Et je pense pas qu'on l'aurait ressenti de manière aussi forte Ouais, si, tout s'était passé, on va dire, normalement. ouais, bien sûr. Bon, très bien. Alors donc du coup, vous vous lancez donc pour cette, 1re, FIV, à Grenoble. Mmh mh. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe un peu, j'ai envie de dire, alors j'allais dire conformément vous attentes, non, puisque, Pauline n'est malheureusement pas enceinte, Mmh mh. mais voilà sur l'accompagnement, sur, voilà ce que vous vous étiez imaginé de ce parcours-là, comment ça se passe par rapport à ce à quoi vous vous attendiez? Ben, alors on s'attendait, en fait, on savait par les étapes par lesquelles fallait passer. Donc, parce qu'au final, ça ressemble, toute la préparation, ça ressemble un peu aux inséminations. La Heu, préparation, tu veux dire la première moitié du cycle?
Ouais, voilà, exactement. Mmh. Après, ce qui change, et puis là, c'est pour Pauline, en fait, c'est qu'elle a un traitement qui est beaucoup plus lourd à prendre. C'est-à-dire qu'en fait, elle a des piqûres qui ont pour but en fait de maximiser le nombre de follicules qu'elle a, justement parce qu'il y aura la ponction qui va se faire à la fin, quoi. Donc le programme en fait que Pauline a, je trouve, il est très très lourd, quoi. Ouais. Donc il y a des piqûres à faire tous les soirs à une heure précise pendant 2 semaines. Mmh. Elle a des tests à faire au labo tous les 2 jours, donc prise de sang pour voir comment ça évolue. D'accord. Elle est constamment en fait en lien avec la clinique de Grenoble qui adapte en fait le traitement, voir si ça marche, si En ça marche fonction des pas, s'il faut résultats? augmenter. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc il y a les allers-retours à faire. Puis je me souviens, c'était donc en février l'année passée, et puis il y avait pas mal de neige. Et donc quand on avait les rendez-vous à Grenoble, en fait, on partait la veille pour pouvoir dormir et pas Ah ouais, pleurer pour pas sur être la route. bloqué. Mmh. C'est ça. Donc Ouais, c'est quand même vachement lourd, enfin, d'un point de vue, logistique aussi sur votre quotidien, déjà que passer une FIV à côté de chez toi, c'est pas facile, mmh mais du coup, effectivement, cette composante avec la distance à 1 heure et demie de chez vous, ça vous ouais, rajoute quand même un petit défi quand même. c'est ça, exactement. Et puis ouais, en fait, ta vie est rythmée par ça. Ouais. C'est vrai que je pense que ça va en faire sourire plus d'un qui écoute ce podcast, mais n'y pense pas. T'inquiète pas, ça va marcher. Faut pas y penser. Pense à autre chose. Faut m'expliquer comment ne pas y penser quand il faut regarder les traitements entre 8 heures et 9 heures pour voir la dose, quand faut Ouais. regarder que il y a assez de piqûres au frigo pour le soir, quand faut pas oublier de prendre la piqûre entre 8 heures et 8 heures et quart le soir. Donc en tout cas, peut-être que nous on n'est pas bons, mais nous on n'est pas arrivés. Non, mais vous êtes pas les seuls. T'inquiète pas. Et Voilà. du coup, est-ce que toi, tu pu enfin, est-ce que d'ailleurs, c'était peut-être un souhait ou non d'ailleurs de Mmh. Pauline, l'aider à gérer ses traitements? Alors, je l'ai aidé dans la mesure en fait où les piqûres c'est moi qui lui faisais. Donc c'est pareil, j'ai une peur bleue des prises de sang. Donc la Ah première waouh, donc tu as piqûre, dû te faire c'était sacrément violence. ouais, la première piqûre, c'était assez drôle à faire puisque Pauline, elle avec les centaines presque de piqûres qu'elle a malheureusement déjà dû prendre depuis le début du parcours, voilà, elle facile. Et elle m'a bien aidé. Donc une fois de plus, je lui tire mon chapeau parce que c'est elle qui recevait tous les traitements et c'est elle qui m'a permis en fait de pouvoir lui faire toutes ces piqûres. Donc voilà, moi je lui faisais ses piqûres, mais c'est vrai que c'est elle qui est constamment donc avec son application sur le téléphone, constamment en train de regarder si les doses faut les augmenter. C'est elle qui prenait en fait comment dire les ordonnances pour aller les chercher à la pharmacie. Donc c'est vrai que toute cette charge là, malheureusement ouais j'ai pas forcément beaucoup pu l'aider. Ouais, d'accord. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis, elle suit tout sur une application? C'est le centre de PMA, en fait, centre de FIV, a une Ouais. application pour communiquer avec elle les résultats en temps réel, ça? Ouais, en fait, ça c'est plutôt bien fait. C'est une appli donc qui peut être téléchargée sur tous les smartphones. Et en fait, tous les jours, elle a le rappel déjà de la prise de sang, enfin de la prise de sang, de La la piqûre? piqûre le soir, Ouais. ouais. Et l'après-midi, en fait, ça tombe pour voir quelle dose faut mettre. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'appeler tous les jours la clinique. C'est directement lié avec cette application. Ah, c'est vachement bien ça, d'accord. Ouais. Donc OK. ça, ça a plutôt bien marché. Et voilà, donc on est passé ces 15 jours où Pauline se faisait stimuler avec la piqûre. Et puis, une fois qu'on a atteint le max, il y a une autre piqûre à reprendre pour le déclenchement. Et après ce déclenchement, en fait, il y a 36 heures pour aller au laboratoire et c'est à ce Ouais, moment-là où la ponction se fait. d'accord. OK. Donc là, elle avait pas mal de follicules, donc c'était Plutôt une bonne nouvelle. plutôt une bonne nouvelle, ouais. Mmh. Donc on allait à Grenoble, heu, donc la ponction se passe et enfin ouais, c'est vrai qu'il y a tout l'environnement autour, je pourrais encore parler pendant des heures dessus, mais qui est assez compliqué parce qu'une fois que la ponction est faite, donc ça c'est à l'hôpital, Pauline elle est en anesthésie donc générale. Et puis là, en fait, on est avec les 5-6 personnes qui passent dans la matinée aussi.
Et puis en fait, c'est 5-6 personnes qui font aussi donc une FIV. Hein. On Mhm. est dans la même salle, en gros. Donc c'est à niveau intimité, c'est pas forcément Ouais. génial. Ouais. Et en plus de ça, la bonne idée de l'hôpital, c'est que tu es à l'étage de la maternité. Ah ouais. Donc Ouais, super. voilà, donc t'ouvres la porte, tu vois des bébés partout, des bébés pleurer, et puis toi t'es dans la porte où il y a marqué salle PMA quoi. Donc Mhm. voilà. Ouais, Et c'est nul. puis c'est ça. Donc Pauline passe la ponction et ensuite donc il y a le chirurgien, enfin le gynéco, qui passe pour t'annoncer en fait le nombre de follicules qu'ils ont pu prélever. Et puis là déjà c'était on en avait eu 11 de mémoire la première. Waouh, génial. Donc ça c'était on était hyper contents parce que en plus t'entends les résultats des autres patients à côté. Oh, Et puis sérieux? Du coup, t'entends tout? Putain, c'est ouais, fou. c'est ça. Et effectivement, 11, on se situait parmi ceux qui en avaient beaucoup. Donc D'accord. là, on s'est dit chouette, c'est une bonne nouvelle. On va avoir plein de, plein de possibilités quoi. Mhm. Donc là, après voilà, on repart dans la journée. Ils font donc la FIV. Donc là, eux, ils ont choisi de faire à peu près moitié-moitié. Donc il y a la FIV, on va dire normale, et la FIV ICSI. Donc la FIV ICSI, c'est où ils prennent un spermatozoïde et ils le mettent dans l'ovule. Alors qu'une FIV normale, c'est ils mettent l'ovule dans un milieu de culture et puis il n'y a pas forcément le spermatozoïde, c'est un groupe de spermatozoïdes et puis c'est on va Mhm. dire le champion qui va rentrer tout seul dedans quoi. Donc la Fivixie est du coup beaucoup plus ciblée et a meilleure chance de succès? Alors il n'y a pas forcément de meilleure chance de succès, mais en tout cas on passe l'étape que le spermatozoïde rentre directement dans l'ovule. D'accord. Voilà, donc en fait on passe encore une étape supplémentaire. Donc là, ils ont décidé de faire à peu près moitié-moitié. Et puis après, voilà, ils sont dans un incubateur et ils regardent en fait l'évolution chaque jour. Et là, ils ont le choix en fait de les prélever à J3, donc au bout de 3 jours, au bout de 5 jours. Et donc nous, comme c'était la première, ils les ont poussés jusqu'à 5 jours. Donc c'est là en fait où ils t'appellent et ils disent le transfert il va être fait à J5. Donc là il faut que tu te redéplaces à Grenoble et c'est là où en fait ils vont mettre l'ovule dans le corps de la femme quoi. Voilà, l'ovule Euh, fécondé. c'est ça. Donc dans le Mhm. blastocyte pour Voilà, utiliser tout à fait. les mots. Et puis c'est là en fait où on apprend que malheureusement il en restait qu'un. Donc les autres ont pas tenu. Mhm. Et puis qu'il y en a que un qui est arrivé à maturité. Et puis là, ça nous a mis un petit coup parce qu'on s'est dit que si ça marche pas, il y a rebelote, il y a tout à reprendre à zéro. Faut recommencer quoi. Voilà. Donc on pouvait pas en congeler. Donc Quand c'est tu dis ça. il en restait qu'un sur la moitié sur laquelle ils ont fait de l'ICSI ou sur les 11 qui avaient été prélevés? Sur les 11 qui ont été prélevés. Ah, ils ont rien congelé du tout, du coup, ils ont Non. vraiment tout. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Donc en fait, il y avait aucune congélation possible puisqu'on n'avait plus que un qui était D'accord. transférable, Ouais, ouais. qui a été transféré donc en février l'année passée quoi. D'accord, ok. Donc voilà, on reste quand même content parce qu'il y a un transfert. Et puis là, on part et puis on a un sentiment en fait de bien-être parce que c'est à ce moment-là où on se dit c'est la première fois depuis le début du parcours où Pauline a quelque chose dans son ventre. Ouais. Euh, alors c'est hyper comment dire, c'est lointain, mais en fait on s'est dit ça fait plus de 2 ans qu'on essaye et à aucun moment donné il y a eu un signe de grossesse. Et puis là Mhm. aujourd'hui là, alors ça a peut-être duré qu'1 heure, on sait pas, Mais mais en tout cas techniquement, il elle y est a ce enceinte. sentiment, ouais, c'est Ouais. ça. Et et puis là il y a du stress qui commence à venir parce qu'on voilà en fait tu penses tout le temps à la prise de sang qui doit être fait 15 jours après pour voir Ouais. si ça marchait ou pas quoi. Ouais, les 15 jours un peu les plus longs, quoi. Exactement, ouais. Ouais, parce qu'ils disent que tu peux faire et c'est interdit de faire des tests de grossesse parce qu'ils seront dans tous les cas positifs avec les doses d'hormones que Pauline Ouais. a été a injectées depuis des semaines. En fait, Mhm. c'est quasiment sûr qu'ils soient positifs. Donc là, on attend et puis voilà.
arrive ce jour où on fait la prise de sang et là on attend les résultats. Et, euh, et puis d'un coup on voit que les résultats tombent et en fait enfin, elle a l'application donc elle arrive à voir les résultats sur l'appli et c'est les bêta HCG, tu vois si ça augmente ou pas quoi. Et on voit qu'ils sont relativement bas quoi. Donc déception, mais on attend le coup de téléphone en fait de De la la clinique clinique, qui va voilà, confirmer ou non, quoi. exactement. Et donc D'accord. là qui confirme que ça a pas marché. Mhm. Et voilà. Et puis là, c'était très dur, ouais. Parce que là, en fait, il y a tout qui s'écroule, en fait. Parce que déjà, ça a pas marché, mais en plus de ça, il y en a pas de congelé. Donc, tu repars 2 ans en arrière, quoi. Et ça, c'était une période, en fait, où on est un peu descendu, on va dire, très, très bas. Ouais. Parce que, on est en février l'année passée. On voulait plus entendre parler de FIV, de grossesse. On a fait clairement un rejet, un déni là-dessus. Et c'est là en fait où tous nos amis euh, nous ont annoncé leur grossesse Oh, ou c'est pas vrai. donc là c'était très très compliqué quoi. Mhm. Donc en fait là on s'est un peu isolé parce qu'on en avait besoin. Euh, donc, ça a fait un tri hein, malheureusement ou heureusement dans les amis ou connaissances j'ai envie de dire qu'on avait. Euh, donc certains ont compris, donc qui ont accepté en fait notre absence pendant des mois, d'autres un peu moins. Et on se sentait au final mal par rapport à ça, mais à un moment donné, on s'est dit, faut Faut qu'on penser pense à à vous, quoi. nous, voilà, Ouais, exactement. Et ça nous a permis d'évoluer aussi là-dessus et de se dire, maintenant, voilà, faut qu'on soit aussi un peu égoïste de notre côté, bien sûr. faut qu'on soit fort et qu'on se relève de ça. Et ça a mis des mois. Hein. Vous avez Et fait une pause, du coup, dans le parcours aussi pour essayer de vous reconcentrer sur vous ou... complètement, ouais. Ouais. Complètement. En fait, ça a duré, allez, 8 mois, hein. Parce Mhm. que c'était février 2019 et on a commencé à en reparler en novembre. Donc, ouais, ça fait quasiment, allez, 8-10 mois où on voulait plus en entendre parler Ouais. parce que ça nous faisait trop mal et puis en fait, on vivait plus quoi. On Mhm. vivait plus. Donc, voilà, croix dessus et on verra plus tard quoi. Ouais, d'accord. Et donc pendant cette période de pause où vous êtes recentré sur vous, vous êtes un peu Mhm. isolé aussi de voilà de ce qui vous faisait mal, quoi, hein, clairement. Mhm. Vous vous êtes fait aider un petit peu ou pas du tout? Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez Ouais, envisagé de vous faire un peu accompagner? ouais, alors ça une nouvelle fois, c'était moi je suis resté un peu en recul de ça. Pauline a essayé, je pense toutes les choses possibles et imaginables. Mhm. Donc elle a fait comment dire, elle s'est rapprochée d'une psy chez qui ça a pas du tout marché. Elle a fait des comment dire elle a pris des contacts avec plein de médecines parallèles pour voir si ça pouvait matcher ou pas. Et en fait, elle s'est inscrite à une formation de PNL, donc de la programmation neurolinguistique. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Bah, en tout cas, je pense pas Ouais. que tout le monde sache. Ça peut valoir le coup Voilà. de définir effectivement. Et en fait, c'est toute une théorie ou une façon d'être pour un peu comprendre les relations avec les gens. Donc ça a trait en fait à l'écoute. Alors je résume hein, très simplement. C'est bien plus profond que ça, mais ça permet de te mettre dans une écoute des personnes et d'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle personne réagit comme ça en fonction des situations qui peuvent se passer. Et lors de cette formation-là, elle a rencontré des personnes qui venaient d'un milieu complètement différent que nous et qui avaient une approche de la vie complètement différente aussi. Et ça lui a fait énormément de bien. Et en fait, elle s'est énormément développée là-dessus. Et voilà, même notre couple en a bénéficié. Génial. Et voilà. Et ça lui a fait vraiment de bien. C'est ce qui lui et nous a permis d'aller un peu mieux et de nous reconstruire là-dedans. Ah, super. Écoute, tu vois, j'aurais pas du tout pensé à cette technique. J'en ai jamais entendu parler dans le cadre du parcours PMA. C'est super. Mhm. D'accord. Donc Mhm. voilà, elle a fait ça et puis voilà, je lui tire encore mon chapeau, hein, mais ça nous a permis en fait de remonter un peu la pente. Ouais. Et puis ouais, on aime bien les voyages, donc en fait on avait décidé de partir avec des amis à la Réunion.
Donc, Ok. de se faire un beau voyage de 2 semaines. Donc ça, c'était prévu en novembre. On l'a fait en novembre 2019. Et puis, nos amis nous annoncent un mois avant qu'on parte qu'elle est enceinte. Donc là, pareil, saut d'humeur. C'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on était sortis un peu de ça. Et Mhm. puis là, on se dit, ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on est capable? Oui, non. Au final, on décide de partir. Et ben, c'est 2 personnes avec qui, en fait, on a, comment dire, on a pu se réjouir, en fait, comment dire, de la grossesse, parce qu'en Mhm. fait, ils étaient tout simplement à l'écoute. Et je Mhm. pense que c'est les seuls, quasiment les seuls de notre entourage amis qui ont joué ce rôle-là. D'accord. Parce qu'ils voyaient qu'on n'était pas bien, mais à un moment donné, ils ont jeté on va dire, le caillou dans la mare et ils nous ont fait parler. Et puis ça, c'était top. Et voilà, notre comportement, en fait, il a complètement basculé avec Ouais. eux parce que justement, ils étaient à l'écoute de ça. Génial. Ouais, c'est les premiers qui ont réussi à connecter avec vous sur ce point, quoi, finalement. C'est ça, ouais, exactement. Et Bon. puis, donc, au retour de ces vacances, donc, qui sont super bien passées, ben, en l'espace d'une semaine, sans mentir, on apprend 5 grossesses différentes. Et donc là, on était, voilà, Sérieux? il y avait, voilà. Donc là, en fait, on a pu faire notre checklist et puis, ben, les 5 dernières cases, en fait, elles ont été checkées. Ah. Donc ça y est, on était les derniers. Mhm. Et puis en fait, c'est ça qui nous a aussi peut-être mis un coup et puis se dire, ben, allez, on se lance dans une deuxième pive. D'accord, vous étiez prêts. Prêt, en tout cas, on avait à nouveau la volonté de vouloir se relancer là-dedans. Mhm. D'accord. C'est là où on a redémarré en fait les démarches. D'accord. Vous êtes reparti à Grenoble? Ouais, en fait, on a pris nouveau donc le gynécologue à Annecy et on est reparti justement à Grenoble. Ça, c'était donc en novembre, on a repris contact et puis ben la FIV, du coup, elle était planifiée pour le mois de février-mars. D'accord, donc pile un an après la dernière, en fait. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, les démarches, donc c'est un peu similaire, hein. On essaie de comprendre pourquoi ça a pas marché la première fois. Là, malheureusement, on se rend compte que ben, c'est quelque chose d'assez flou, même pour les spécialistes, parce que la médecine permet de comprendre, mais pas forcément tout. Bien sûr. Et j'ai envie de dire heureusement parce que ça permet aussi d'avoir un peu encore de magie là-dedans, même si c'est médicalisé. Et puis en fait, on se rend compte qu'on n'a pas forcément toutes les réponses qu'on attend, mais voilà, on se relance dans ce parcours. Ok. Donc, Pauline a un traitement un peu différent. Donc, au lieu d'avoir une piqûre tous les soirs, ben, elle en a deux. Ah, la pauvre. Donc, ouais, là, Tu sais ce qui change dans le traitement ou pas trop? en fait, c'est juste une autre hormone D'accord. qui est adaptée. Et puis, elle réagit beaucoup mieux que l'autre. C'est-à-dire que en fait, les stimulations montrent que les follicules grossissent beaucoup plus vite. Ah, Et super. donc tant mieux. Et puis, elle a moins d'effets secondaires que l'année passée. Parce que Mhm. l'année passée, elle avait souvent mal à la tête. Et puis en fait, elle avait des moments de fatigue et des moments d'euphorie. Là, c'était un peu plus linéaire. Je dis un peu plus linéaire, hein. D'accord. Et voilà, donc Tant mieux. C'est tant super ça. mieux, ouais, c'est ça. Donc Mhm. voilà, les démarches c'est un peu similaires à l'année passée. Mhm. Et donc on passe nouveau ces étapes-là, on fait la ponction. Et là, il y en a 13 qui sont ponctionnés. Donc Ok. on Pas se dit mal. ben cool, c'est Ouais. quasiment comme l'année dernière. Donc cette année, il y en aura plus. Et puis après, le jour de, comment dire, quand ils les mettent en incubation, euh, là, en fait, on sait pas parce qu'il y a il y a le virus du Covid qui a pointé le bout de son nez, donc le coronavirus. Et Et tu là, veux dire que ça la- s'est arrêté là? Il n'y a pas eu de transfert? en fait, on a eu la peur parce que c'était pendant la période où Pauline se faisait, il y avait la stimulation en cours. Mhm. Et on voyait qu'il y a pas mal de centres PMA en France qui fermaient. Et en fait, la crainte qu'on avait, c'était que le centre de Grenoble fermait Mhm. avant qu'elle puisse se faire ponctionner. Ouais. Ouais. Et là, en fait, on était tous les jours, on appelait, et même eux, en fait, savaient pas nous dire si oui ou non il allait fermer ou pas. Ah, Donc ça, vache. c'était une période hyper stressante. Ouais, j'imagine. Et donc, il y a eu le confinement qui s'est passé et par chance, on a pu encore le faire le jeudi
de la première semaine de confinement. Ah, Donc super. ouais, je pense que c'était une des dernières en France à avoir pu être ponctionnée. D'accord. Donc ils nous ont dit que dans tous les cas, le transfert, il allait être reporté parce que ils peuvent plus. Mais en tout cas, au moins la ponction, ils allaient aller jusqu'au bout. Ah, c'est bien, parce que sinon les traitements sont suffisamment lourds qu'elle ait pas fait ça pour rien, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Donc D'accord. voilà, la ponction se passe et puis après voilà, c'est le même processus. Ils font donc la FIV et là pour le coup, on attend avec impatience le retour du gynéco, enfin du biologiste, pour nous dire combien d'embryons ils ont pu congeler. Ah oui, vous avez Et pas du tout d'infos. Oh, ça doit être dur, ça non, aussi. D'accord. ben ouais, au fait au début, il nous a dit vu les conditions, en fait, on va tous les congeler à D'accord. J3. Et en fait, à J3, il nous dit, ben, il y en a 6, mais je pousse jusqu'à J5. Alors là, on n'a pas compris pourquoi, parce qu'on s'est dit, ouais, mais du coup, ça veut dire que le risque, il est bien plus gros, parce que ça se trouve, il y en aura plus à J5. Euh, et puis il nous dit, non, non, ben là, à J5, au moins, ils seront plus mûrs. De toute façon, ceux qui vont pas jusqu'à J5, même si on les implante, ils donneront rien. Ouais. Là, en fait, on n'a pas tout compris pourquoi il y a eu ce revirement Protocole. d'opinion, mais bon, Mhm. on fait confiance. Et donc à J5, on reçoit cet appel et voilà, nouveau petit coup dur, mais voilà, on apprend qu'il y en a que un qui est resté. Donc voilà, c'était un peu dur à encaisser parce qu'à J3, il en restait 6. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a un petit embryon qui est congelé et on croise les doigts que c'est le bon, quoi. Mais écoute, on Ouais. croise les doigts aussi. D'accord. Donc du coup, ouais, effectivement. Donc là, ce qu'on attend, c'est la réouverture du centre pour Ouais, pouvoir c'est ça. programmer le transfert de ce J5. Voilà, et ça aujourd'hui, on sait pas du tout quand ce sera. D'accord. Donc Au ce moment où on sera se parle, on est à 2 jours après le début du déconfinement. Donc, ça devrait plus tarder quand même. Vous devriez, pas forcément le transfert, mais en tout cas avoir une idée de quand est-ce que ça va se faire assez rapidement, non? Ouais, en fait, le truc, c'est que même eux, ils savent pas parce que ça dépend en fait du gouvernement. Après, ça doit descendre dans les agences régionales de santé. Mmh. Et en fait, suivant les régions, ben les conclusions, c'est pas les mêmes. Ah ouais. Et puis après, ben il y a toutes les FIV qui ont pas pu être réalisées, qui sont en attente. Ah ouais, comment En est-ce qu'ils fait, vont voilà, reprioriser tout le monde? exactement. Et donc la Mmh. liste d'attente, qui est déjà, on va dire, conséquente en temps normal, mais là, elle a pris 3 mois quasiment sur cette liste. Et donc aujourd'hui, ben on sait pas trop. Donc je pense que voilà, ce sera fait fin d'année, mais on n'a pas forcément d'espoir que ça se fasse avant. Mais en tout cas voilà, il y a un petit embryon congelé et puis en tout cas on espère que cette fois-ci ce sera le bon. Bah, écoute, nous aussi. Bon, bah, écoute, merci en tout cas d'avoir, pris le temps de me partager toute votre histoire. Qu'est-ce que tu aurais à dire de la place de l'homme dans le parcours, de PMA? Tu as l'air, hyper à l'écoute, tu as l'air fou amoureux d'ailleurs de ta Pauline. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, comment est-ce que tu as vécu tout ça, ta place, au sein de ce parcours si particulier? Ouais. Alors la place de l'homme en fait, elle est assez complexe dans la mesure où en fait dans le parcours PMA, c'est vrai que c'est la femme au final qui encaisse en fait les mesures on va dire médicales, mais aussi toutes les discussions. Parce que c'est vrai que ben quand on fait une soirée entre copains, ben les discussions des filles on va dire ça va tourner autour des grossesses ou des envies d'enfants. Et les discussions des garçons, ben c'est pas forcément ça. Et je pense que s'il y a des garçons qui écoutent et j'espère, euh, qui soient peut-être plus à l'écoute ou qui posent la question à à des amis qui sont dans ce cas de figure-là, comment ça se passe. C'est vrai que j'ai pas forcément eu l'occasion de parler de ça à des amis, sauf à quelques-uns quoi. D'accord. Donc ça, c'est on va dire pour la partie relationnelle avec Mmh. les gens qui nous entourent. Et Ouais. après dans le parcours à proprement dit, en fait, l'homme il subit les on va dire les émotions de la femme parce que elle va son humeur en fonction des hormones, ça va être assez compliqué et puis l'homme en fait il est mis à côté. C'est-à-dire que ben j'ai eu forcément des reproches de je m'implique pas assez Mmh. et c'est ça qui a donné un peu des conflits.
Et en même temps, si on n'a pas forcément toutes les billes, j'ai l'impression pour y accéder. Je donne l'exemple, c'est par exemple le comment dire le protocole qu'on reçoit sur l'application. Ben, c'est la femme qui le reçoit. Mais si justement il y a des médecins qui écoutent peut-être ce podcast, ce serait pas mal de faire cette application, mais pour le couple, Ouais, pour bien que sûr. justement l'homme puisse aussi recevoir ces notifications et puisse s'impliquer un peu plus, de manière, on va dire, naturelle. Mhm. Euh, C'est et une puis, super idée. ouais. Et puis un autre point aussi, c'est euh, les discussions avec tu sais, la famille ou autre. C'est vrai que les questions, ben, c'est souvent la femme qui les reçoit parce que c'est elle en fait qui va tomber enceinte. Mais justement tout le parcours d'enfant ou de projet de bébé, en fait, il se vit à deux. Et je pense que l'homme, il a envie aussi, peut-être par pudeur, parfois il reste un peu en recul, mais il a envie aussi d'avoir ces questions et de pouvoir aussi un peu prendre la douleur que la femme a et de partager cette douleur. Parce que ça, c'est important. Parce que parfois, quand la femme est en fait en première ligne, ben moi j'ai ressenti le décalage en fait qu'il y avait. C'est comme si, tu vois, il y avait un filtre qui se passait et que moi je pouvais pas en fait encaisser en fait toute la douleur que Pauline avait. Mhm. Et je pense que c'est hyper important de pouvoir partager ça. Parce que pour le couple déjà, mais même pour le ce que tu arrives à construire ensemble. Ouais, Il faut pouvoir passer cette étape à deux complètement. ouais, Et bien sûr. aujourd'hui, je suis pas sûr encore que même niveau relationnel avec les médecins que ce soit fait parce que tout est en fait dirigé vers la femme. Là, c'est un excellent point, ça. C'est Mm. vrai qu'on n'y pense pas. Enfin, en tout cas, moi, j'y avais pas pensé comme ça, et c'est un super conseil, Ouais. effectivement. Mais tu vois, j'y pensais pas non plus avant hein, parce que mes parents sont passés par là. Mhm. Et en fait, de ça, j'ai quasiment que discuté avec ma mère. Et en fait, en prenant du recul, ben, je remarque que ben, mon père, alors, il est peut-être, comment dire, euh, la génération, on va dire, de mes parents était peut-être moins ouverte aussi à ce sujet que notre génération aujourd'hui. Ouais. Mais aujourd'hui, je me dis que ça vaudrait peut-être le coup de développer toute cette partie-là de couple de la FIV et pas uniquement de la femme dans la FIV. Écoute, c'est une excellente conclusion, ça. Voilà. Ben Merci voilà. beaucoup. Ben Bon. merci. Bon, avant de nous dire au revoir, je crois que tu avais un dernier conseil que tu voulais partager. Alors, c'est quoi? Le seul conseil que je pourrais donner en étant en fait dans la partie, on va dire parcours PMA, c'est aux personnes qui le sont pas et qui écoutent ce podcast. En fait, les gens qui sont là-dedans, ils ont pas forcément envie de conseils ou d'entendre dire ben ça va aller, il faut faire ça, pars en vacances. Enfin voilà, ils ont juste besoin en fait d'une oreille parfois et juste d'être là en fait à l'écoute et d'avoir un échange, on va dire sincère, sans forcément donner de conseils ou de dire que ça va marcher ou pas. Non, juste Mhm. être là en fait, tout simplement. Ouais, on vous demande rien, on vous demande pas de réparer ce qui se passe, on vous demande juste d'être Non. là à l'écoute, quoi. Ouais. Et D'accord. surtout, je pense, un autre point, c'est vrai que c'est pas de faire comme si ça n'existait pas, parce que c'est pas possible de pas y penser. Je le dis haut et fort maintenant pour tous ceux qui vont écouter ça. C'est pas possible dans un parcours PMA de ne pas y penser. Donc voilà, je l'ai dit. Mais donc nous en fait, ce qu'on a fait comme démarche, c'est que on a dit à nos amis, à notre famille, parlez-nous-en, posez-nous des questions. Et si on n'a pas envie d'en parler, ben on dira non, c'est pas le moment. Parlons-en à un autre moment. Ouais, Mais en tout cas, posez ces questions-là parce que on en a besoin. ouais. Il faut libérer la parole. Exactement. Tac. Très bien. Bah, écoute, vraiment un immense merci, alors d'avoir raconté, ton parcours, mais voilà, de tous ces enseignements que tu tires, on voit que tu as pris quand même beaucoup de recul sur tout ce qui se passe, et c'est des conseils, des leçons qui sont hyper précieux, donc vraiment, merci, très sincère. Je vous souhaite à toi et Pauline, bah, voilà, tout le bonheur du monde, plein de bébés, en tout cas au Ouais, moins un, que c'est ce ça. petit embryon, voilà, que ça fonctionne. Tenez-nous au courant parce que je serais ravie de relayer vos succès à l'antenne dans le podcast. Et puis, et ben, je vous souhaite une excellente continuation et j'espère que voilà, votre centre va réouvrir très bientôt.
C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt, Julien. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous le savez, il n'y a qu'un moyen, direction Apple Podcast, donnez 5 étoiles au podcast, abonnez-vous et si vous vous en sentez le courage, laissez même un petit commentaire, c'est le meilleur moyen de nous aider. Pour aider la communauté à retrouver ces informations et à avoir accès à tous ces témoignages, n'hésitez pas à partager ces épisodes avec votre entourage, sur les réseaux sociaux, autour d'une tasse de café. C'est vous qui voyez. Pour en savoir plus sur le podcast, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet alors c'est pour bientôt podcast ou alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous retrouve mercredi prochain. À bientôt.